Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Vous représentez les États-Unis aux Nations Unies à Genève. On va parler de votre rôle, du rôle des États-Unis, de Barack Obama, qui vous a nommé et dont vous étiez condisciple à l'école, de l'actualité, de vous. Vous êtes en Suisse. Comment est la Suisse? J'adore la Suisse. Ça fait maintenant 7 mois que je suis ici et j'adore Genève, vraiment. Comme vous le savez peut-être, j'ai passé les 18 premières années de ma vie à Hawaï et les 18 dernières années autour de San Francisco, deux régions très belles, donc je mets la barre haut, mais Genève, les montagnes, c'est magnifique, j'adore cette ville. Et le fait que la vie soit si active ici, que l'on puisse faire du ski, de la randonnée, du cyclisme. Donc, du point de vue personnel, c'est une belle expérience pour moi. Professionnellement également. Le rôle que joue Genève sur la scène internationale est vraiment incroyable. Et c'est passionnant d'être ici en tant qu'ambassadrice des États-Unis. On parlera de votre parcours tout à l'heure. Vous êtes vraiment une cosmopolite, origine en partie asiatique, grandie à Hawaï, les États-Unis bien sûr, le monde. La Suisse, ça paraît pas petit dans ce monde si grand. Non, je pense que si la Suisse ne m'apparaît pas comme un pays si petit, c'est parce que nous sommes entourés de personnes qui viennent de partout dans le monde. Donc, on a l'impression d'être dans un environnement global. Et on travaille avec des personnes sur des thèmes tellement différents. Cela vous donne un point de vue beaucoup plus ouvert. Vous incarnez une génération de diplomates, femmes, métis, on va reparler de cet aspect-là, de sensibilité plutôt démocrate, très proche de Barack Obama. L'ancien régime, sous George Bush, les diplomates ne se mêlaient pas beaucoup de la population, on ne les voyait pas beaucoup. Ça a changé, il y a une volonté de s'ouvrir, d'aller dans la société, d'avoir des contacts. Eh bien, je ne voudrais pas faire de commentaires sur les diplomates de la période de George Bush. Et je connais maintenant des diplomates avec lesquels je travaille actuellement. Et je dois dire que je suis très impressionnée par ces hommes et ces femmes qui représentent les États-Unis et qui sont fiers de représenter ce pays. Je pense que nous avons un point de vue très ouvert. Nous nous intéressons aux populations avec lesquelles nous interagissons. Nous voulons établir un contact, trouver un terrain d'entente pour des solutions ensemble. Vous avez fait carrière dans la finance, 10 ans chez Goldman Sachs. Vous avez eu une vie avant d'être ambassadeur, mais être ambassadeur des États-Unis, c'est quelque chose quand il y a l'écusson, quand il y a la voiture officielle, quand on commence ce job. Il y a un moment où on a le frisson, quand même, ça fait quelque chose. Et vous vous souvenez de moments où ça vous a impressionné vous-même? Je ne dirais pas que j'ai été impressionnée. C'est un grand honneur, en fait, d'avoir l'occasion de servir mon pays à ce poste. Je viens en effet d'un milieu différent, notamment par rapport à mes homologues, puisque j'ai travaillé dans le secteur privé en tant qu'ingénieur dans la télécommunication, dans l'énergie propre, et comme vous l'avez dit, j'ai travaillé dans le monde bancaire également. Donc, je pense que ce parcours très diversifié m'apporte beaucoup et c'est très bénéfique à mon poste, notamment vu les agences qui sont représentées ici, les institutions, les thèmes abordés. Donc, non, je n'ai pas la chair de poule, mais en effet, je reconnais l'importance de mon rôle et je m'engage au maximum et je pense que j'ai un bon parcours Madame pour cela. l'ambassadeur, l'action des Nations Unies, ici, Genève, capitale des droits de l'homme, le droit des femmes, le droit des filles, c'est une des actions sur laquelle vous commencez à être très active. Pourquoi ce combat-là?
Eh bien, même avant d'arriver à Genève, je voulais faire quelque chose pour aider les femmes et les filles, pour contribuer à l'égalité. Et même si nous nous intéressons à ces questions genre depuis des décennies, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir. La semaine dernière, d'ailleurs, j'ai lancé une nouvelle initiative qui est sponsorisée par la mission américaine, mais il s'agit d'une collaboration entre de nombreux acteurs ici à Genève. The Future She Deserves, l'avenir qu'elle mérite, qui vise à autonomiser les femmes et les filles autour de 4 piliers, c'est-à-dire s'assurer que les adolescentes aient accès aux soins de santé. Deuxièmement, lutter contre la violence contre les femmes. Troisièmement, l'autonomisation économique. Et quatrièmement, promouvoir des possibilités de leadership pour les femmes. Ce sont des questions que j'ai dû, auxquelles j'ai été confrontée moi-même au long de ma carrière, pas de manière aussi extrême que dans d'autres régions du monde, notamment la violence. Quelles situations vous ont touché en particulier à l'ONU à Genève? On voit défiler tous les pays, toutes les accusations contre certains pays qui violent les droits des femmes. Il y a des situations qui vous ont marqué particulièrement? En fait, quand j'ai parlé de ma propre expérience, je parlais plus de ma carrière professionnelle, essayer de m'intégrer dans un monde dominé par les hommes, l'ingénierie. Et comme vous l'avez dit, j'ai passé 10 ans dans le milieu bancaire, milieu qui reste dominé par les hommes. On dit que le milieu bancaire, le milieu financier est très macho. C'est l'impression qu'on en a. C'est vrai, c'était votre expérience? Oh oui, tout à fait, tout à fait. Je travaillais dans les années 90 dans le milieu bancaire et il est vrai que les choses ont bien changé depuis cette époque. Il n'y avait que très peu de femmes qui donnaient l'exemple à l'époque dans ce milieu. Elles étaient très peu nombreuses en fait. Je crois que certains efforts ont été faits dans le secteur financier et partout aux États-Unis pour améliorer les choses. Quel conseil vous donnez aux jeunes femmes qui rêvent d'avoir ce genre de parcours, le vôtre entre autres, de réussir dans la finance, dans l'ingénierie, dans des domaines qui étaient réservés aux femmes? Vous leur dites quoi quand elles vous disent comment vous avez fait? Je leur dirais 2 choses, je crois. Croyez en vous-même. Vous devrez surmonter des obstacles sur votre parcours, mais tant que vous croirez en vos capacités, tant que vous êtes engagé, tant que vous suivez la voie que vous avez choisie pour votre carrière, tant que vous croyez que vous pouvez y arriver, il faut également pouvoir se réinventer. C'est ce que j'ai dû faire. Plusieurs fois dans ma carrière, j'ai dû changer de secteur, me concentrer sur d'autres choses. Et je crois qu'à l'heure actuelle, dans le monde actuel, l'on ne reste pas toute sa vie professionnelle dans la même carrière. Il faut continuer à se former, à s'éduquer, à se mettre dans la meilleure position possible pour avancer, pour faire une différence en tant que femme professionnelle. Vu de l'Europe, on a un stéréotype de la femme de carrière américaine. Les séries télévisées y contribuent. On dit une femme très volontaire, très autoritaire, prête à combattre de manière terrible. Il y a une particularité de la femme de carrière américaine. C'est différent qu'en Europe? En fait, je ne crois pas qu'il faille être autoritaire ou
difficile ou intraitable pour avancer en tant que femme, bien au contraire. Je crois qu'il faut savoir tisser des liens. J'ai pu développer d'excellentes relations avec des hommes et des femmes tout au long de ma carrière. Je ne serais pas présente ici aujourd'hui si je n'avais pas reçu le soutien d'hommes qui ont joué le rôle de mentors et de femmes d'ailleurs. Donc il ne s'agit pas vraiment de se battre bec et ongles pour y arriver. En fait, il s'agit plutôt de montrer ses compétences, savoir travailler dur, être bien formé, établir des liens avec les gens et leur prouver que vous méritez d'être là. L'actualité récente montre le rôle éminent de femmes, évidemment. Madame Merkel, c'est sans doute une des femmes les plus puissantes de toute l'histoire, hein, mais aussi Hillary Clinton. Les femmes ont une façon de diriger qui est différente. Parfois, oui, tout à fait. Je pense que parfois elles ont un point de vue différent, une approche différente lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes. Mais il n'y a pas de dichotomie pour moi, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais parfois les femmes voient les situations d'une manière différente en fonction de leur passé, de leur vécu personnel ou collectif, leurs expériences, mais je ne pense pas que ce soit aussi dramatique qu'on veut bien le dire. Genève, la Suisse et les Nations Unies. Il fut un temps où les États-Unis étaient assez anti-ONU. Hein. Sous George Bush, il y a eu des moments très, très difficiles. Aujourd'hui, on voit bien que l'ONU est beaucoup plus considérée par les États-Unis. Dans le radar américain, Genève, c'est important. Genève est tellement important pour les États-Unis que l'engagement multilatéral reste une priorité pour le président Obama et pour le secrétaire d'État Kerry. Je ne pense pas que George Bush nous ait complètement désengagés en tant que pays, mais nous sommes désormais pleinement engagés et nous allons John Kerry, continuer à en voir les est venu bénéfices. souvent. John Kerry est venu pour les affaires de dialogue avec l'Iran, pour le Conseil des droits de l'homme. Il reviendra à Genève, en Suisse. Je l'espère, oui. Je l'espère bien. Il était ici il y a 2 semaines d'ailleurs. Je sais qu'il va revenir parce que Genève est une plateforme. C'est une plateforme pour tant de discussions importantes. Je pense que vous pouvez compter sur sa présence ici. L'année du climat, ce sera très présent à Genève. Une partie des discussions sur le climat se déroule ici. Est-ce que les Américains, est-ce que le peuple américain a changé dans ce domaine-là? C'est-à-dire, il y a le préjugé que les Américains ne s'intéressent pas beaucoup à l'écologie. Ça a changé? Les Américains s'intéressent beaucoup au changement climatique et à l'écologie. Et je crois que certains de nos engagements plus récents le démontrent d'ailleurs. Encore une fois, le président Obama et le secrétaire d'État Kerry se sont montrés très en faveur des discussions qui vont mener au COP21 à Paris au mois de décembre. Je suis sûre que Genève a un rôle à jouer dans ces discussions, tout comme dans l'initiative L'avenir qu'elle mérite, que nous avons lancée la semaine dernière. Nous travaillons sur une initiative sur le climat pour voir comment nous pouvons mieux participer à ces discussions. Bien sûr, certaines organisations basées à Genève sont très bien placées pour jouer un rôle clé par la suite. Madame Yamamoto, Barack Obama vous a nommé. Vous avez eu un parcours commun, hein, plusieurs années où vous étiez ensemble à l'école. C'était à Hawaï, c'était votre première vie. Comment était Barack Obama, condisciple?
En fait, j'ai eu le plaisir d'être transférée dans la même école que lui, le même jour que lui. Il arrivait d'Indonésie et j'arrivais de l'autre côté de l'île, mais nous sommes arrivés à l'école le même jour, dans le même bâtiment. Donc, je ne le connaissais pas très bien lorsque nous étions enfants. Il avait 10 ans, mais en effet, je me souviens de lui. Nous sommes arrivés à l'école ensemble et il n'y avait que peu d'Afro-Américains à l'époque. Peut-être qu'il ne se souvient pas de moi, mais je me souviens de lui. Et je le connaissais mieux au lycée. Nous nous voyions sur le campus, notamment dans les salles de gym. Parce qu'il joue au basket. J'ai toujours eu l'impression qu'il était très curieux, qu'il voulait s'engager dans les conversations, interagir, débattre des actualités. Il était ouvert à ce qui se passait autour de lui et s'y intéressait beaucoup plus que ses camarades de l'époque, je crois. On va voir quelques images qui rappellent son parcours. Cette époque-là, alors il est un peu plus âgé, mais enfin quand il est étudiant, les portraits qu'on fait de lui, c'est quand même de quelqu'un qui avait déjà une vision, une volonté assez nette. Hein. Vous me disiez, dans le monde d'Hawaï qui était un petit peu relâché, c'est quand même, il fait bon et les gens se laissent un peu vivre. Lui était un peu différent, on sentait quelqu'un de très volontaire qui savait ce qu'il voulait. Cela ne me surprend pas d'entendre ça. En tant que camarade de classe, je ne dirais pas que c'était évident qu'il avait une vision de son avenir, mais quand on grandit à Hawaï, et je crois que cela se ressent chez lui, l'on arrive à comprendre les différentes cultures. À Hawaï, on retrouve des personnes de partout dans le monde qui se sont installées à Hawaï. Donc je crois que son point de vue a pu bénéficier de cela. Il a passé du temps en Indonésie, son père venait du Kenya. Et tout cela a permis de contribuer à sa perception de l'avenir. Où est-ce que l'on veut aller? Le fait d'être métisse et devenir président des États-Unis, il y a encore 15 ans, 20 ans, ça aurait paru tout à fait inouï. C'est une rupture dans l'histoire des États-Unis. Vous qui êtes métisse, vous l'avez ressenti? Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord. Il y a 10, 15 ans, il n'aurait jamais été élu. Je ne crois pas que notre pays était prêt à l'époque. Nous, les Américains, avons dû faire face à ces questions difficiles. Nous avons parlé de l'égalité homme-femme, il y a la question de la race également, et il y a eu des évolutions autour de ces thèmes. Je crois qu'il était temps de voir une personne métisse ou d'origine afro-américaine arriver à la présidence. Je ne dis pas que s'il n'avait pas été métis, il aurait perdu l'élection, parce que bien sûr, il a de grands talents, il a une vision, il a... C'est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Une partie de votre famille venait du Japon. Oui, la famille de mon père vient du Japon, même si mon père est né à Hawaï, donc ses ancêtres, ses grands-parents sont arrivés à Hawaï au début du XXe siècle. La période marquée par la guerre entre les Alliés et le Japon avait marqué les esprits. Hein, vous me disiez, être japonais ou d'origine japonaise aux États-Unis dans certaines années, ce n'était pas évident, ce n'était pas si facile. En effet, pour mon père, qui n'était qu'un jeune garçon au moment de l'attaque sur Pearl Harbor, c'était vraiment une période très difficile pour lui et pour sa mère, avec qui il vivait à l'époque. Leur vie a basculé ce jour-là, le 7 décembre en 1941. Il est passé d'un enfant normal à l'ennemi.
il n'avait plus accès à des choses toutes simples, comme la salle de cinéma, par exemple. La manière dont il a été traité, dont sa mère a été traitée. Bon, ils avaient l'avantage d'être à Hawaï à l'époque. Il y avait une grande population japonaise, donc ils n'ont pas été envoyés dans des camps, en tout cas pour la plupart, mais sa vie a basculé. Et pour moi, j'ai connu la période après la guerre et Hawaï est un tel melting pot, mélange de population que je n'ai pas connu de discrimination par rapport à mes origines japonaises. En fait, je n'ai ressenti la discrimination qu'en quittant Hawaï. Et à ce moment-là, en effet, je l'ai ressenti. On continue à feuilleter quelques photos de Barack Obama que vous avez connues. Celle qu'il tweete lui-même, où il est avec son épouse Michelle. L'art de la communication des Obama, c'est sans précédent aux États-Unis. Ils ont tous été très bons communicateurs, les présidents américains, mais là, il y a un art de la communication, évidemment, qui est très maîtrisé. En effet, comme vous disiez, les États-Unis ont évolué. Le pays était prêt à accueillir un président biracial et c'est la même chose avec les médias sociaux et la technologie. Le fait de pouvoir utiliser Facebook, Twitter, les courriers électroniques, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrisait, notamment pendant sa première campagne. C'était un terrain nouveau et il a pu toucher tellement de personnes et en faire une campagne de fond communautaire, ce qui a fait sa réussite d'ailleurs. Ce sont toujours les photos de son photographe officiel, c'est les photos de la Maison-Blanche. Une de ces photos qui sont un peu des photos de coulisses, il y a des portraits d'Obama qui sont très flatteurs, d'autres qui le présentent comme un homme d'ambition, un homme de pouvoir, un homme parfois froid. Vous lisez ces portraits aussi, ça lui ressemble ou non ? Et c'est vrai qu'il est ambitieux, mais ce n'est pas un homme froid. Encore une fois, d'avoir grandi à Hawaï, on parle de l'esprit d'Hawaï et ce n'est pas un cliché. C'est un endroit très accueillant, très ouvert. L'on apprend à connaître des personnes d'origine, de cultures, de traditions très différentes et c'est quelque chose qui est ancré en lui. Donc, en effet, je ne le vois pas comme quelqu'un de froid. Je crois que parfois, l'on peut mal interpréter sa prudence. Parfois, l'on ne se montre pas sous son jour le plus flatteur. Donc, peut-être que parfois, il doit faire preuve de plus de prudence, mais c'est quelqu'un de très chaleureux, de très intelligent. Alors, l'ambassadeur, la croissance, tout le monde la cherche dans le monde. Les derniers chiffres de la croissance américaine impressionnent. On a 100 fois prédit la fin des États-Unis, le déclin des États-Unis. Puis à chaque fois, il y a ce rebond américain, une fois de plus, une croissance très impressionnante par rapport à l'Europe notamment. Le secret, c'est quoi à vos yeux? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, à nouveau, les États-Unis ont une économie aussi dynamique? Je crois que il y a deux choses. Tout d'abord, je pense que certaines politiques économiques favorisent les classes moyennes et leur permettent de rester actives, leur donnent des possibilités d'emploi, de croissance, de devenir propriétaires. Et je crois que cela fait partie de l'ADN du peuple américain également. Pardon, vous dites que peut-être on a été trop loin dans l'austérité en Europe, qu'aux États-Unis, une certaine politique de relance, de dynamisme a été plus forte? Non, ce n'est pas pour comparer avec l'Europe. Je disais simplement que le peuple américain est très résilient et cherche toujours de nouvelles façons de lutter contre la récession, voir quelles sont les possibilités de création d'entreprises.
le capital risque est là pour encourager les startups. Certaines personnes sont prêtes à prendre des risques, quitte à se tromper et recommencer. Cela fait partie de l'esprit américain et je crois que c'est le moteur de notre lutte contre la récession et cette reprise plus que respectable. Madame l'ambassadeur, merci. Merci. Vous avez appris le français, quelques mots de français. Not petit peu. Merci en tout cas. Merci. Merci et bonne chance. Merci. À bientôt.